Magazine. Professeur Dieudonné Louabankuna, c'est ça? Tout à fait, Merci, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, que pouvons-nous retenir brièvement de vous? Madame, merci pour l'invitation que vous m'avez accordée afin d'intervenir à votre émission. Je m'appelle, comme vous l'avez dit, Dieudonné Louaba. Je suis congolais de nationalité, père et mère. J'ai fait mes études au Congo. Après le petit séminaire de Kabwe, j'ai pris mon inscription à l'université de Kinshasa après la formation en anglais et en informatique au département de droit économique et social, d'où je suis ressorti licencié et assistant à la faculté de droit. Après mon cursus de gradué et de licence, j'ai prêté serment par la suite comme avocat à la cour d'appel à Kinshasa et j'ai eu la grâce d'obtenir la bourse du gouvernement français pour aller poursuivre mes études post-universitaires à Paris, et d'où je suis ressorti docteur en droit et gestion de finances et détenteur de master en droit comparé de la même université. Et donc le droit des affaires et de l'économie m'intéresse. Et je suis professeur full de l'université de Kinshasa au département de droit économique et social, en dehors de l'expertise que je fais dans le cadre de la gouvernance financière, économique, étatique. Alors, ça fait 10 ans depuis que vous êtes docteur en droit et gestion financière. Quel bilan faites-vous déjà en cette matière? C'est vrai que c'est 10 ans, madame, et là nous sommes au lendemain de la commémoration des festivités relatives à notre indépendance depuis le 30 juin 1960. Et comme par onde magnétique ou par évidemment coïncidence, vous me recevez à votre émission 1-2 jours après, donc à la cérémonie de ces festivités. Pour rappel, j'avais défendu ma thèse le 30 juin 2010 et presque 10 ans aujourd'hui que je suis professeur et donc académique. Je me permets de dire exactement que chez nous, beaucoup de choses se font généralement aux antipodes de la bonne gouvernance économique et financière, telle que celle-ci est consacrée par tous les États à travers l'humanité, madame, et que nous estimons pour notre part que l'élan de changement, l'élan de la consécration de la bonne gouvernance que nous voyons profiler à l'horizon peut nous permettre, nous aussi, à l'instar des autres États du monde, de pouvoir connaître les lendemains meilleurs. Alors, puisqu'on parle de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ça fait d'ici là 59 ans. Est-ce qu'on peut dire que la République démocratique du Congo, dans le volet scientifique, elle est indépendante actuellement? C'est vrai que nous sommes caractérisés chez nous par ce mécanisme de mimétisme, ce phénomène de mimétisme institutionnel. Nous avons eu à tout importer de l'extérieur pour la plupart des institutions que nous avons chez nous, calquées sur le modèle européen, et particulièrement au niveau des métropoles et du droit romano-germanique dont nous sommes tributaires. Nous avons évidemment intégré chez nous l'existence de toutes ces institutions sans quelquefois les avoir adaptées à nos réalités socio-économiques, madame, ce qui fait qu'il y a toujours un défaut d'adaptation. Mais seulement, on imagine que l'indépendance en tant que telle, l'acquisition de la liberté de la République démocratique du Congo depuis les années 60 est une évidence. Mais seulement quand on regarde les choses dans les faits et le concret, beaucoup reste à faire quand on imagine que une économie extravertie comme la nôtre qui dépend fondamentalement de l'extérieur et les partenaires bilatéraux comme multilatéraux de l'extérieur restent évidemment ceux avec qui nous évoluons pour parfaire ce que nous sommes. Et sur le plan politique, la consécration de l'indépendance est une évidence, mais évidemment la globalisation et la mondialisation financière qui caractérise le monde aujourd'hui voudrait que la RDC
ne puisse pas évoluer en autarcie ou en vase clos et que celle-ci évolue avec les autres États partenaires et amis qui peuvent l'aider à pouvoir réaliser les objectifs du millénaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour hisser l'enseignement de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations? Une bonne question, madame. Vous savez que l'enseignement, c'est le socle de la nation. Et là, ça tombe à point nommé parce que, à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a adressé un discours-programme à la nation. Le discours complet qui effectivement est revenu sur tous comment je vais dire, tous les secteurs prioritaires, les secteurs fondamentaux et les secteurs focaux qui peuvent permettre le développement. Et là, l'éducation est un des secteurs prioritaires à côté de la santé, à côté du bien-être collectif, les conditions de vie socio-économique des populations, les infrastructures telles qu'on est en train de l'observer. Et à ce stade, coup de chapeau, évidemment, tout l'actif pour le discours tenu par le chef de l'État qui a insisté sur, entre autres secteurs, celui de l'éducation, qui, effectivement, nous permet aujourd'hui en tant que nation de pouvoir accroître les modalités et les possibilités rentables de notre développement, parce que vous le savez, madame, la RDC applique au sein de son système éducatif de nos jours les systèmes LMD, entendez, licence, master, doctorat, mais ce secteur ou ce système porte sur l'assurance qualité. Il faut évidemment que l'enseignement soit assuré par les gens qui en ont qualité et compétences et que on y évite toute forme de fléaux qui peuvent être à la base du râpé du système éducatif. Mais quels sont ces fléaux, par Madame, exemple? vous savez que la corruption, on ne la voit pas seulement sur le plan judiciaire. Je suis un juriste de formation, mais la corruption gangrène notre société à tous les niveaux. Le secteur éducatif, le plan de la gestion des finances, le secteur économique, et bref, tous les secteurs de la vie. Et l'éducation étant le socle, madame, je crois pour ma part que tous les actes liés à la corruption dans le système éducatif devaient être en réalité éradiqués. Madame, imaginez-vous que vous soyez un professeur d'université, qu'un étudiant ou une étudiante s'imagine qu'il réussit dans un cours parce qu'il vous a donné de l'argent, et donc un professeur qui serait corrompu par un étudiant ou une étudiante, quelle pourrait être sa valeur vis-à-vis de cet étudiant qui est un apprenant et qui doit considérer le professeur comme son modèle pour pouvoir évidemment suivre ce que ce dernier est afin de réaliser lui aussi plus tard ses ambitions. Je crois que la corruption, tous les méfaits sur les systèmes qui rongent le système de l'éducation, notamment on parle généralement de points sexuellement transmissibles, on parle des avantages que l'on accorde à certaines personnes parce qu'elles sont d'origine de tel ou tel enseignant ou professeur. Et tout cela, ce sont évidemment des fléaux qu'il faut bannir pour pouvoir rendre notre éducation compétitive aujourd'hui avec le système LMD qui voudrait qu'on ait une assurance qualité en termes de formation. Alors, la corruption, la lutte contre la corruption est l'un des chevaux de bataille du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais comment faire? J'aimerais d'abord savoir quelles sont les causes qui poussent vous, le professeur et les étudiants, à la corruption. Je crois que madame, comme je l'ai dit tout à l'heure, la corruption est une donne que l'on ne retrouve pas d'abord à la genèse de la notion et même de façon intrinsèque. Substantiellement, la corruption, on la retrouve dans toutes les nations du monde. Évidemment, chez nous, on en parle un peu trop parce que ce phénomène prend de l'ampleur à telle, voilà, merci, de telle manière à imaginer que partout où on passe, partout où on est, le premier réflexe de celui qui doit rendre un service, c'est d'imaginer que je peux facilement me laisser corrompre
et exister à partir du fait que celui qui vient en face de moi me donne les possibilités de pouvoir avoir une forme de faiblesse parce qu'il va me corrompre. Parce que quand on parle de la corruption, madame, il faut qu'il y ait un corrompu et il faut qu'il y ait un corrupteur. Évidemment. À partir du moment où vous acceptez ce qui vous est présenté sous ce label et que vous rendez service parce que simplement vous êtes dans cette hypothèse-là, et cela est une aberration, madame. Et je suppose donc que qu'est-ce qui pousse quelqu'un à imaginer qu'il se retrouve dans une situation de corruption? C'est parce qu'on dirait chez nous que les conditions de vie socio-économique ne sont pas réunies et les gens pensent que la meilleure manière de pouvoir tenir les deux bouts de mois, par exemple, c'est que en dehors de sa rémunération, son traitement salarial, qui ne répond peut-être pas aux conditions du SMIC consacrées sous d'autres cieux, c'est que pour résister, la personne doit, au-delà de ce traitement salarial ou de sa rémunération, avoir les autres activités en termes d'extramuros qui, effectivement, donnent de l'ampleur à la corruption. Et tout cela est décrié, madame. Je crois que dans un sens comme dans l'autre, que ce soit pour le corrupteur ou pour le corrompu, ce sont des actes qu'il faut condamner. Et comme le chef de l'État l'a dit dans ce dicton populaire, le peuple d'abord, et qu'il estime qu'il faut lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Nous sommes tous d'accord parce qu'il faut régénérer la société humaine. Il faut un nouveau type d'homme au sein de cette société pour que, éventuellement, nous puissions tous conjuguer nos efforts et les orienter vers la lutte contre les fléaux comme la corruption qui ronge fondamentalement notre société. Et madame, mais ça serait effectivement une lutte... Comment pallier finalement à ça? Quelles sont des propositions que vous faites pour arriver à lutter évidemment contre la corruption? Merci bien, madame. Je crois que la lutte contre ces antivaleurs est part d'abord d'une prise de conscience collective. Il faut bien que tout Congolais, quel que soit son rang, quel que soit son statut, son origine tribale, clanique, se dise exactement que il faut que dans notre pays, comme on le voit ailleurs, que tous ensemble nous prenions conscience de ce que nous voulons devenir en luttant contre les antivaleurs qui nous rongent et que la corruption en tant que telle, à tous les niveaux, chacun devait se rendre compte que ma pierre à l'édifice de la construction de notre patrie, la République démocratique du Congo, part du fait que moi-même, en tant que personne, en tant qu'individu, dans mon secteur, dans mon coin, là où je me retrouve, je commence par éviter ces genres d'actes. Parce que la multiplicité de ces actes dans tout le coin fait effectivement que l'on voit l'ampleur de ces fléaux qu'on appelle corruption. Alors que si tout un chacun de nous prend conscience de lutter contre ce phénomène, madame, je crois que la République démocratique du Congo, comme les autres États à travers la planète, peut connaître le décollage effectif de son développement. Et de ce point de vue, je voudrais rajouter en disant, madame, allez-y. Le conseiller spécial du chef de l'État, le collègue, le professeur Périclès Luzolo Bambi, l'ESA avait fait savoir sur le plan statistique que la RDC avait plus d'une dizaine de milliards de francs congolais de perdus par rapport, au regard de chaque année du point de vue de la tenue du budget national. Alors imaginez-vous que l'on perde comme ça pendant des années entières autant d'argent qui pouvait être orienté vers la caisse du trésor public. Quel manque à gagner si effectivement on peut prendre conscience tous dans les secteurs où nous nous retrouvons, surtout en ce qui concerne la justice par exemple. Vous savez, la justice élève une nation. Madame, on décrit en République démocratique du Congo aujourd'hui, quelquefois, le fait que la corruption ronge notre système judiciaire, ronge notre gestion financière, ronge la tenue de la comptabilité publique. Donc, à tous les niveaux, on devait tous, en ce qui nous concerne, lutter contre la corruption, madame, pour permettre que les recettes du trésor public soient orientées effectivement vers celui-ci, afin que nous puissions connaître les lendemains meilleurs et que l'intérêt collectif soit le partage de tout Congolais. Alors, on accuse le système éducatif congolais de se pencher plus sur la théorie que la pratique. Qu'en pensez-vous? Évidemment, madame, je vous ai dit tout à l'heure que le système LMD, licence, master, doctorat, en tant que garantie, évidemment, de la formation, c'est-à-dire transformer une société à travers la formation de son élite. Quand on est à l'université,
le professeur ou l'enseignant, l'académicien vient, il peut de façon magistrale donner son enseignement du point de vue théorique aux apprenants. Il est tout à fait normal que l'on puisse, aujourd'hui, que l'on demande à l'étudiant d'être le moteur central de sa propre formation lorsqu'il apprend une théorie d'un professeur, d'un enseignant ou d'un chargé de cours. Ce dernier doit effectivement, dans la pratique, concilier la théorie apprise à l'université et ce qui se vit dans les conditions. Chose qui est faite rarement. Moi, j'étais à l'université de Kinshasa. Je peux témoigner, mais je vous laisse parler donc. Évidemment, c'est pour ça que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça peut avoir appris la théorie qui vous a permis, dans la pratique, de pouvoir faire votre métier de journaliste avec dextérité, avec abnégation, parce que tout simplement, vous êtes passé par les mains de ceux qui vous ont formé et que cette théorie apprise a été utile pour que la pratique soit effectivement plausible comme vous la présentez aujourd'hui. Donc on ne peut pas défaire les deux, madame. Il y a une part de théorie qu'il faut apprendre avant de passer à la pratique, mais la théorie serait vaine s'il n'y a pas de pratique. Et d'où viendrait la pratique elle-même lorsqu'on n'a rien appris? Parce que cette pratique est effectivement complétée par la théorie apprise à l'université, complétée par la pratique que l'on vit tous les jours pour voir exactement comment appliquer les axiomes que l'on a apprises et les approcher de la réalité que l'on vit pour savoir comment on peut concilier la science apprise et la concrétisation des conditions de vie socio-économique que l'on connaît dans la société. Est-ce qu'il y a des matériels adéquats pour cette pratique? Ben, tout à fait. Je crois que toutes les réformes qui sont entreprises aujourd'hui dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs financiers, qui met très cher, le domaine des affaires avec la nécessité de l'assainissement du climat des affaires aujourd'hui, l'adhésion de la RDC à l'OADA, et tous les secteurs, madame, les secteurs médicaux, les secteurs de l'information, l'environnement, et tous ces secteurs, madame, demandent non seulement de la compétence. Et donc, le fait que les personnes qu'il faut soient placées à leur endroit, évidemment, la nécessité de la méritocratie, mais aussi que ces personnes soient nanties, si vous voulez bien, que ces personnes soient munies des instruments pouvant leur permettre de faire leur travail dans les normes. Et évidemment, quand on place les gens dans les normes et que ces gens sont à l'abri de tout mécanisme de corruption que nous avons décrié, madame, je crois qu'en très peu de temps, la RDC qui est un pays qu'on appelle scandale géologique avec toutes les potentialités que nous avons. Retenez qu'un penseur de notre siècle, Madame France Vano, n'avait pas eu tort quand il a déclaré que l'Afrique avait la forme d'un revolver, dont la gâchette se retrouve en République démocratique du Congo. Et que généralement, dans ce pays, si on peut avoir la volonté collective de bien faire les choses, je crois que les difficultés connues par le Congo seront des références du passé et que l'avenir, je le crois pour ma part, très radieux. Oui, l'avenir pourrait être radieux, oui, c'est bien bon, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un Congolais qui a étudié ici au Congo, qui se déplace pour aller faire ses études ailleurs, poursuivre, mais qui ne soit pas vraiment accepté par rapport au diplôme et autres, qu'est-ce qui fait ça? Non, madame, c'est vrai que ça, c'est un problème d'homologation des diplômes. Moi qui vous parle, j'ai étudié à l'université de Kinshasa. Je suis ressorti de cette université licencié en droit. Et quand je suis parti à la Sorbonne à Paris, madame, je n'ai pas rencontré de difficultés. J'ai été avec les amis, dont le directeur de cabinet adjoint, le collègue Bérandé Cachemire Kolongele, avec qui nous avons commencé et cheminé ensemble. Nous n'avons pas rencontré des difficultés en ce qui concerne l'homologation de nos diplômes au niveau de l'université de Paris. Et nous sommes partis exactement, cela a été fait dans les normes. Madame, le seul problème et la seule difficulté que nous avons chez nous, c'est d'imaginer qu'un cursus universitaire peut se présenter de n'importe quelle manière. De sorte que quelqu'un qui n'a pas suivi régulièrement son cursus pense qu'il peut enjamber les étapes et que acquérir un statut quelconque, pensant que l'on peut oublier ce qu'on a connu sur son parcours. Ça vous rattrape toujours, madame. Ce qui fait que quand, évidemment, on regarde de près les difficultés que nous avons dans notre système éducatif aujourd'hui, c'est d'imaginer que vous avez des gens venant de tous bords
qui pensent qu'ils peuvent avoir un quelconque statut lorsque le cursus et le parcours lui-même fait défaut. Et là, c'est une administration. Quand c'est vrai que les droits acquis, lorsqu'il s'agit d'une erreur de l'administration, on sait les comprendre. Mais lorsque le concerné lui-même sait qu'il est dans une situation d'irrégularité, il vaut mieux arranger, corriger cette irrégularité que de perdurer dans ce qui est tout simplement diabolique, parce que l'erreur, quand elle devient perpétuelle, elle devient tout simplement diabolique. Et la reconnaissance de diplôme, on ne peut pas dire exactement à Beauvau qu'on n'accepte pas les diplômes des Congolais, parce que moi qui vous parle, je suis un cas singulier qui suis allé, je suis allé étudier, je n'ai pas... Évidemment, c'est une minorité, madame. Je crois que quand on arrive dans un État, il y a une législation qu'il faut respecter, il y a le droit de l'établissement dans cet État, et celui qui arrive doit se conformer à ce qui est consacré à cet effet. Lorsque comparaison faite de votre parcours ou des diplômes obtenus dans votre pays d'origine, cela n'a pas une équivalence par rapport à l'état d'accueil, et que l'on vous demande de pouvoir avoir un peu de temps pour vous conformer ou concilier votre cursus universitaire au cursus du pays d'accueil, je crois que la moindre des choses, c'est d'accepter cela et le faire normalement. Et lorsque on se retrouve dans les États de même formation, de même idéologie, du point de vue scientifique qu'elle est nôtre, il ne se pose aucun problème. On s'adapte très facilement et les choses se passent normalement bien. Le malheur chez nous aussi, madame, c'est que nous sommes un peuple et qui n'aimons pas pour la plupart de nous le travail, mais nous voulons des acquis sans effort. Ce qui fait que dans cette philosophie-là, là où on retrouve qu'il y a du travail, on se déclare d'emblée dans les difficultés, alors que ces difficultés peuvent être affrontées et on peut aller plus loin lorsque on comprend le sens de ce qu'on veut faire et lorsqu'on est déterminé à aller de l'avant. Mais est-ce qu'à votre niveau, vous, professeur, personnel enseignant, vous allez en recyclage, vous avez le temps de vous former à nouveau? Oui, madame, ça c'est notre pain quotidien. Tout à l'heure, quand on s'est vu, vous avez eu l'impression que dans mon véhicule, il n'y a que des paperasses, évidemment. C'est-à-dire que la recherche, madame, c'est notre vie de tous les jours. Et là, je suis sur un certain nombre de projets dont les révélations seront connues du public, et que vous, comme média, madame, vous ne manquerez pas d'être invité. Et retenez tout simplement que les recherches, lorsqu'on est scientifique, on ne fait plus de recherches, ça ne vaut plus la peine. Vous ne pouvez pas être un avocat sans faire de recherche pour savoir quelle est l'actualité de la matière que vous développez par rapport au dossier que vous avez. Vous ne pouvez pas être un professeur d'université sans savoir quelles sont les dernières données de la matière que vous allez dispenser auprès des apprenants. Vous pouvez trouver... Mais quel est le risque aujourd'hui pour ces gens qui ne pratiquent pas ce dont vous avez? Oui, c'est-à-dire que, madame, la science, elle est évolutive. Éviter ou s'empêcher de l'apprendre, de la maîtriser et de pratiquer, on s'abrutit tout simplement. Et donc, on va être compté dans le lot. C'est un danger pour les étudiants. Absolument, absolument. Et retenez, madame, que les étudiants, c'est le véritable baromètre de leurs propres enseignants. Lorsque vous venez devant les étudiants et que vous n'avez pas de compétences, ou vous venez, évidemment, et que vous n'avez pas pris le temps de préparer ce que vous devez faire au devant des étudiants, rassurez-vous que ça se dit toujours. Les étudiants observent leurs enseignants et ils ont la possibilité de les apprécier. À notre époque, on avait la possibilité de coter nos enseignants, c'est-à-dire que vous avez les aspects d'ordre moral, les aspects d'ordre pédagogique, les aspects de capacité scientifique. Il est tout à fait normal qu'un enseignant se mette au diapason des autres à travers le monde pour que la science qu'il apprend aux autres soit effectivement celle que ceux qui apprennent doivent connaître, pour que, en situation de développement, enfin de déplacement quelconque, que ce dernier ne soit pas complexé par quoi que ce soit. Étant donné que le monde est devenu un village planétaire, madame, l'apprentissage de la science est une donne incontournable pour une société qui veut sortir du bourbier et connaître son développement socio-économique escompté. Mais à ce stade, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un budget alloué pour l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo? Bon, madame, de ce côté-là, je peux vous dire qu'on est plus ou moins
déboussolés, presque dépaysés dans notre pays, parce que le budget réservé à l'enseignement depuis, ni à la recherche scientifique, il n'est pas significatif. Vraiment rien du tout et ne représente pas grand-chose. Parce que quand on veut qu'un pays se développe, la première des choses, c'est veiller aux secteurs vitaux de son développement, l'éducation, la santé, les infrastructures, les conditions de vie socio-économique des populations. Madame, je crois que l'éducation devait avoir un budget considérable parce que c'est lorsque l'élite d'une société est formée que la société peut compter sur les potentialités de ses ressortissants afin d'être une société compétitive au concert de nations. Et la République démocratique du Congo, de ce côté-là exactement, n'a pas encore réussi à relever le défi dans le secteur de l'enseignement. Mais quelles sont vos recommandations ou vos attentes? On attend beaucoup de choses de ce secteur, madame. D'abord, le fait que on était tous dans ce pays, on a suivi les divers prétendants à divers postes politiques nous présenter leur discours de campagne et programme parlant de budgets considérables accordés à des secteurs vitaux comme l'enseignement. Maintenant, nous voulons que l'on passe de la parole à l'acte, que l'enseignement requiert toute la valeur qu'elle doit avoir dans un pays comme celui-ci, un pays continent. Lorsque vous avez la possibilité de former et de mieux former l'élite de la nation, c'est un facteur important de développement. Et sur le plan endogène, la République démocratique du Congo, qui effectivement est constituée de plusieurs habitants, vous avez une densité très supérieure. Nous avons la population qui croît et qui effectivement, en termes de capacité, peut, lorsqu'elle est logiquement formée, constituer un atout important pour accroître les modalités et les possibilités de notre développement. Je crois pour ma part, madame, que les politiques, les dirigeants politiques peuvent effectivement imaginer que l'éducation est un secteur important pour lequel il faut avoir alloué un budget considérable pour que ce dernier, en tant que secteur important, soit exactement le fer de lance de l'économie nationale et du développement de la République démocratique du Congo de façon générale. Alors, ma dernière question, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le secteur éducatif pour enfin redorer l'image de l'enseignement en République démocratique du Congo? Tout à fait. Madame, la prise de conscience de l'ensemble et de chacun. En tant qu'enseignant, professeur, vous faites votre part, vous donnez le meilleur de vous-même pour former l'élite, notre jeunesse, pour que demain, nous soyons nous aussi remplacés par ceux qui viennent derrière nous, nul n'étant indispensable. La première des choses. Dans le chef des étudiants et apprenants, madame, je crois que nous sommes, comme on appelle maintenant, dans une génération Android, des jeunes gens qui n'ont pas le temps de se concentrer, de faire de recherche, d'aller dans les bibliothèques et des librairies pour lire les ouvrages et discuter avec les autres. Ces jeunes gens, quand vous les envoyez en stage aujourd'hui, ils vous ramènent un rapport de stage comme ça, fabriqué, il est coté de façon maximale. Au niveau de l'institution, il est allé, semble-t-il, effectuer un stage qui, du reste, n'a même pas été effectué. Et d'autre part, vous avez ces jeunes gens qui, au lieu de faire de recherche, ne peuvent même pas télécharger sur leur téléphone les textes légaux et réglementaires, pour ne parler que du droit, ou les autres ouvrages qu'ils peuvent avoir pour lire et approfondir leurs connaissances. Ils sont plutôt dans la distraction et les extramuros, tous ces actes de violence, comme on le vit, évidemment. L'université devient, madame, comme un lieu de villégiature pour les étudiants. Ils viennent par habitude, ils se retrouvent, ils bavardent les uns avec les autres, ils repartent. Alors qu'en réalité, il faut bien reprendre ces matières, il faut bien savoir les assimiler pour qu'ensemble, nous puissions demain avoir une République démocratique du Congo avec le slogan « Peuple d'abord », parti de la volonté du développement économique endogène, ce qui fera de notre communauté une communauté considérable au concert de nations, comme cela est la volonté
des dirigeants politiques actuels, madame. Voilà, j'espère que les téléspectateurs vont respecter à la loupe tout ce que vous avez donné comme recommandation. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine dénommé Excellence. Vous avez quelques petites minutes ou quelques secondes d'ailleurs pour passer votre message en une de langue nationale. En une de langue nationale? Évidemment. Ok, je vais parler en Chiluba, madame. Allez-y. Bata tunyibama mu bana betu bonso jingere twasekidila kuti bajournaliste bakulo kunji bwatu akulo malo wa mujitonga jetu bizibitangila education nikulongesha bwalu musoko wetu mulwa wa malo wa bungi ajenza wanikatu ibatangila kumpalato wakwakula malu aji balonka bebenzi mujimu wa balonshika bebenzi wa mujimu bajuge kabebenzi wa mujimu bantu bonso bakaji mupesha kanyaka waye kwenzwende mujimu kwa chintu balombo bwanyi fumwaji tunga Felix Antoine Tshisekedi bende bonso bajina ni mujimu mwaka na ujiwenza tumuto anyama kumikolo watu batangila kumpala wajitunga jaye tuja Kongo wa mungalata jilongoloka mwana wa Kongo wa mungalata yonso apete jikisha walubwa jikisha jijibjipesha bantu bujika jiji mutu jitumbukila ku commémoration wa jipanda jetu jale 30 juin twasakilwa bongi kwa mundu wa kutulonda mutamba kulondesha bitu jibano akilebe wa Kongo musoko wetu yumutane kompala umisoko yonso twasakilwa. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre magazine Excellence. Nous avons reçu pour vous sur ces plateaux professeur Louaba Dieudonné, avec qui nous avons échangé sur l'état d'enseignement 59 ans après l'indépendance. J'ose croire que vous avez retenu quelque chose venant de lui. Amis téléspectateurs, retrouvez-nous prochainement avec les mêmes plaisirs et d'ici là, portez-vous bien. Excellence Magazine.